Alors, je ne joue pas, ce sont les mots de Donald Trump en direction de Vladimir Poutine. Furieux suite à ce qu'on va appeler un petit retour à la réalité vis-à-vis de Vladimir Poutine, il enchaîne les coups de pression contre le patron du Kremlin. On l'écoute, Donald Trump. Ils savent que je ne joue pas. Je pense que Vladimir Poutine va se montrer à la hauteur de ce qu'il m'a dit. Et je pense qu'il va maintenant remplir sa part du contrat. Et puis, il y a Zelensky, en espérant qu'il sera à la hauteur. Et pour en parler, je re-salue Sabrina Agresti-Roubache, Valérie Nataf, Rafik Smati et Thierry Coste. Alors, avant de vous entendre, quand même direction Moscou pour retrouver Charles Divot. Bonjour à vous Charles. Comment on réagit à Moscou à la suite de ces différents coups de pression du patron de la Maison-Blanche ? Alors l'idée ici, elle est très clairement de minimiser au maximum l'impact de ces propos de Donald Trump et cette colère naissante. D'ailleurs, Vladimir Poutine n'a toujours pas réagi officiellement à ces propos et a préféré laisser son porte-parole Dmitri Peskov s'en charger. Alors concrètement, il estime d'abord que les relations entre les deux pays sont toujours très bonnes et surtout qu'à la naissance de cette colère, les premiers propos tenus, eh bien, ils n'émanaient pas directement de Donald Trump, mais qu'il s'agissait, je le cite, de paraphrases tenues par une journaliste américaine. En clair, aux yeux du Kremlin, il n'y a pas encore de menaces concrètes et directes de la part des États-Unis. Alors, autre point, cette fois très important, c'est que le porte-parole du Kremlin a tout de même expliqué que si cette colère, elle était liée à la proposition de Vladimir Poutine d'instaurer une administration provisoire en Ukraine, eh bien, la Russie rappelle que les États-Unis, eux aussi, ont mis en cause la légitimité de Volodymyr Zelensky et que Donald Trump lui-même avait qualifié le président ukrainien de dictateur sans élection. Dernier élément qui prouve tout de même que des tensions sont en revanche naissante entre les deux pays, c'est que, vous le savez, la Maison-Blanche avait précisé qu'une conversation entre Donald Trump et Vladimir Poutine devait avoir lieu très rapidement. Eh bien, réponse du Kremlin, pour l'instant, aucune conversation n'est prévue dans l'agenda de Vladimir Poutine. Merci Charles Divot. On se retrouve dans quelques instants parce qu'on va reparler de la Russie qui lance une nouvelle campagne de conscription. Mais d'abord, donc on reste là-dessus. Il doit assumer le bras de fer avec Poutine jusqu'au bout. Désormais, Donald Trump, là, on change de dimension ? Non, on ne change pas de dimension. C'est juste que Trump fait du Trump. Il a découvert un peu tardivement que le calendrier n'était pas le même entre Poutine et lui. Lui, il avait annoncé à 24 heures, maintenant quelques semaines, peut-être 2 mois, pour le règlement du dossier ukrainien. Poutine n'est pas pressé. Poutine a ses troupes, il avance, il veut récupérer le maximum de ce qu'il fait. Et donc la négociation, il vient de découvrir ils avaient sans doute le même objectif, mais pas le même temps. Et le même temps, il est essentiel pour Trump de commencer à avancer. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de différences et d'opposition, mais là-dessus, Poutine veut arriver dans une situation qui est confortable dans la négociation, et c'est ça l'objectif. Donc je pense que Trump va plusieurs fois hurler. Alors, est-ce que l'idylle tourne court ? Et est-ce qu'enfin, on arrive à un moment, je dis enfin, est-ce que in fine, c'est ça ce que je veux dire, in fine, on arrive à un moment où Trump se sent trahi par Poutine et va commencer à changer quand même de ton. C'est le pari, nous dit-on, à l'Élysée au niveau européen. Bien sûr, la vertu cardinale de Donald Trump, ce n'est pas la patience, contrairement à Vladimir Poutine. Et donc, évidemment, à chaque fois que Donald Trump hausse le ton et que, éventuellement, ça pourrait entraîner une forme de durcissement du côté de Poutine, qui pour l'instant ne joue pas à cela, ça ouvre un peu plus la possibilité pour l'Europe de s'engouffrer dans la brèche et de dire on est là et on peut aider. Vous avez dit qu'il était comme ça, Poutine. Voilà. Quant à Trump, il joue beaucoup, c'est sa manière de négocier, si j'ose dire, c'est une drôle de négociation, mais une fois il caresse, une fois il fait une caresse, une fois il donne une claque. Jusqu'au moment où, sans doute, par exemple, Zelensky, on l'a vu, c'était plus qu'une claque, c'était une humiliation. Il continue à le dire. Quand même, il n'a pas les mêmes termes pour Poutine et pour Zelensky. Il dit « j'espère qu'il sera à la hauteur ». Il ne dit pas ça de Vladimir Poutine. Bon, donc, après, il a dit ce week-end qu'il l'avait saoulé, etc. Donc ça fait suite à des déclarations un peu plus musclées. Bon, en tout cas, Donald Trump se rend compte, contrairement à ce qu'il a cru longtemps, que ce n'est pas sa simple apparition sur la scène internationale qui permet de résoudre les conflits. Coup de sang ou tournant ? Je pense tournant.
Moi, je pense tournant, puisque très justement, Valérie Nata vient de rappeler que lui, il pensait que sa simple apparition, sa simple élection, le simple fait de dire des choses, régler les problèmes. Enfin, le pouvoir d'achat et les sujets aux États-Unis et les Américains le lui rappellent. Ses promesses sur le pouvoir d'achat en disant bon, on va peut-être arrêter de parler des droits de douane, maintenant on va peut-être s'occuper de nous. La réalité, c'est que, encore une fois, il est américain, il n'est pas européen. Il connaît très mal Poutine, et vraiment pour le coup, je pense qu'il risque de se planter, et la France et l'Europe là a un rôle fondamental à jouer, puisque nous les Français, nous les Européens, nous avons l'habitude avec Vladimir Poutine. Donc je pense que, je ne sais pas si Vladimir Poutine sera deal breaker comme on dit. Mais en tout cas, ce que je crois, casser les deals, mais ce que je crois, c'est qu'il n'en aura pas peur. Il a attaqué l'Ukraine, il n'a pas regardé si ça a inquiété qui que ce soit. La différence de nature entre les deux hommes est profondément différente. Oui. Vous avez d'un côté un joueur d'échecs qui est sur le temps long, et d'un autre côté un homme d'affaires qui est sur du business et qui est sur du temps court. D'ailleurs, regardez les mots qui sont utilisés. Il dit ils savent que je ne joue pas. C'est-à-dire que, sous-entendu, lui joue aux échecs et moi, je ne joue pas. Et qu'est-ce qu'il a dit, Donald Trump, de Vladimir Poutine, dans le son que vous venez de passer? J'espère qu'il qu'il remplira sa part du contrat. Sa part du contrat, c'est pas un langage de jeu, c'est un langage de business. Donc, je crois que pour comprendre ce qui est à l'œuvre aujourd'hui, il faut absolument mettre ça sur la table. Et je crois qu'on n'est pas à l'abri d'une bonne nouvelle, nous, Européens, c'est que Donald Trump se rende compte que les intentions de Vladimir Poutine sont définitivement inadaptées à son agenda à lui, de Donald Trump, qui veut du résultat rapidement, et que nous, Européens, on finisse, nous qui sommes un petit peu sortis de l'histoire ces derniers temps, mais on se finisse quelque part au centre du jeu, comme la vraie puissance d'équilibre capable de faire avancer la paix. Est-ce que ce serait une bonne nouvelle ? Je ne suis pas sûr que ça soit... Je pense que la bonne nouvelle, c'est la paix, dans des conditions qui peuvent être discutées et discutables, mais la bonne condition, c'est la paix. Parce que s'il n'y a pas la paix, l'Union européenne n'a pas fait la démonstration. Mais tant que vous avez l'allié américain qui ralentit le processus de paix, convenez que c'est compliqué. Donc s'il y a une prise de conscience du côté de Donald Trump, ça peut clarifier la situation. Juste une petite précision justement sur la scène internationale. Ce que Donald Trump voulait éviter, c'était le rapprochement, il ne faut jamais l'oublier, Russie-Chine. Et il a bien vu que Vladimir Poutine ne renoncerait pas à ses liens avec Aujourd'hui, il reçoit le chef de la diplomatie chinoise. C'est pour ça que je le dis. Vladimir Poutine. Alors, on reprend la direction de Moscou pour vous retrouver, Charles Divot. Pendant ce temps-là, la Russie, elle va lancer, c'est ça, une campagne de conscription militaire de printemps. On parle de quoi 160 000 jeunes? C'est massif, hein? Exactement, un décret qui permet dès aujourd'hui à la Russie d'appeler 160 000 hommes à faire leur service militaire. Alors, rien de nouveau, ce genre de décret, il y en a 2 chaque année, puisque, vous le savez, le service militaire, il est encore obligatoire ici en Russie, et ce, bien avant le début de l'invasion en Ukraine. D'ailleurs, précision des autorités russes, aucun des nouveaux appelés ne se rendra sur le front, ni même dans ce qui est appelé ici les nouvelles régions russes, comprendre par là les territoires ukrainiens occupés par l'armée russe. Alors pour autant, difficile tout de même de ne pas y voir par là une volonté du Kremlin de renforcer les rangs de son armée, car vous l'avez dit, 160 000 Russes sont appelés cette année, l'an dernier c'était 150 000, il y a 2 ans 130 000, donc le chiffre il augmente d'année en année. Et d'ailleurs il y a eu un petit changement tout de même dans le décret depuis le début de la guerre, c'est que jusqu'à présent c'était les Russes de 18 à 27 ans qui étaient appelés à faire leur service militaire obligatoire, et bien désormais ce sont les Russes de 18 à 30 ans. Bref, sans être une campagne officielle de recrutement, l'idée pour la Russie, elle est donc tout de même de s'offrir la capacité, en cas de besoin, de renforcer son armée. Merci beaucoup Charles Divot. Merci à vous. Bon, il y a quand même un petit signal là. Quand même. Genre, on parle de discuter, cesser le feu. Moi j'avance, circonscription, nouvelle campagne, etc. Je trace ma route, on y est. D'une certaine manière, Vladimir Poutine, il est transparent. Oui. Il fait ce qu'on lui prête l'intention de faire, c'est-à-dire continuer l'effort de guerre, si j'ose dire, pardon pour l'expression, jusqu'à ce qu'il se retrouve dans une situation plus confortable pour éventuellement commencer à s'asseoir autour de la table. Mais il ne voudra pas discuter avec Volodymyr Zelensky, il l'a déjà dit. Donc tout cela, on le sait, on ne peut pas être surpris de ce qui est en train de se passer. La bonne surprise viendrait d'une
capacité des Européens à s'insérer dans le jeu et à faire pencher la balance en faveur de l'Ukraine. Pour l'instant, on n'y est pas. On peut l'espérer, mais pour l'instant, on n'y est pas. Non, mais c'est une stratégie d'affichage de la part de Poutine. Il est malin. Il sait très bien qu'à chaque fois qu'il fait quelque chose, il a suffisamment de bons services de renseignement pour faire remonter l'information. Là, de passer de 10 000 ou 15 000 conscrits supplémentaires, c'est le geste. Regardez, il y a une progression, on ne change pas. Mais il le fait parce qu'il a toujours eu l'intention, mais depuis fort longtemps, bien avant l'Ukraine, d'avoir une économie de guerre extrêmement forte. Parce qu'il veut peser, il a cette culture de vouloir peser avec une économie de guerre. D'autant plus que l'économie de guerre, elle est loin d'être nuisible complètement sur son économie. Mais la réalité, elle est juste il n'y a pas d'augmentation, il n'y a pas une stratégie pour aller mettre des troupes supplémentaires en Ukraine. C'est nous qui l'interprétons comme ça. Je pense que et chez Trump, ils ont dû apprécier le geste en disant il nous provoque encore un peu, donc on va reprendre le débat. C'est pas 15 000, c'est 160 000 et on a rallongé l'âge, c'est 18-30 ans au lieu de 18-27 ans. Et encore une fois, qui peut se fier à la parole de Vladimir Poutine qui s'est fait, rappelez-vous, les accords de Minsk. Enfin, pareil, on fait comme si on avait oublié qui il était et ce qu'il était capable de faire. Donc non, moi je pense qu'on est à un tournant, mais surtout Vladimir Poutine déroule son calendrier et c'est exactement ce que ça va provoquer chez quelqu'un qui fait du business comme Donald Trump. Mais je pense que Donald Trump peut se prendre une sacrée porte. Le fait que Vladimir Poutine allonge l'âge de la conscription jusqu'à 30 ans, pour moi, c'est un signe de faiblesse. Ah oui, c'est-à-dire qu'il commence à prendre conscience des limites qu'il a au niveau de ses troupes, et donc il est obligé d'élargir l'âge du recrutement. Donc ce n'est pas le symbole d'une armée qui est en forme, d'une armée qui est en train de réussir. Moi, je crois que, vous l'avez dit, Madame, Vladimir Poutine, finalement, n'est pas surprenant, parce qu'il est dans une volonté impérialiste, et il continuera jusqu'au bout. Et nous, Européens, avons commencé de manière très salutaire à mettre en place une vraie industrie de défense, et j'espère qu'on ira au bout. J'espère que même une potentielle paix ne nous fera pas renoncer à ce qu'on est en train de mettre en place aujourd'hui. C'est fondamental, cardinal pour les décennies qui viennent. Et si, au-dessus de ça, vous avez l'armée, l'allié américain, parce que je considère les États-Unis, historiquement, malgré tout, malgré leur président actuel, je considère le peuple américain comme des alliés. Si l'allié américain prend conscience de la supercherie de Vladimir Poutine et prend parti pour l'Europe, j'ai envie de vous dire, la messe est dite. C'est-à-dire que l'Europe qui se réarme, qui est plus puissante, qui parle de manière cohérente, et l'allié américain qui donne raison à son allié historique européen, avec les fragilités que l'on voit au niveau de Moscou, à un moment donné, ça devra précipiter Vladimir Poutine vers la paix. Je voudrais qu'on s'arrête quelques instants sur Trump qui persiste et signe sur un 3e mandat. Oui, c'est possible, pourquoi pas, il est partant. Regardez. Les gens me demandent si je peux réaliser un 3e mandat comme président. Je ne sais pas, je ne me suis même pas posé la question, mais a priori, c'est possible. Mais il reste encore beaucoup de temps avant cela, 4 années. Il nous reste beaucoup de travail à faire. On va le rappeler, techniquement, aujourd'hui, c'est pas possible. Tel que le prévoit la Constitution américaine, la réponse est non Donald Trump. Mais il a l'air, est-ce qu'il serait déterminé à marcher dans les pas de, pardon, il faut dire ce qui est, de Poutine ou de Xi Jinping, qui ont tout fait et bougé tout pour continuer d'avancer. Fort heureusement, les États-Unis sont encore une démocratie. Ouais. Et fort heureusement, les garde-fous sont là. Alors, les pères fondateurs américains ont fait en sorte qu'il soit très difficile de toucher à ce 22e amendement, celui qui interdit à qui que ce soit d'être élu plus de 2 fois au poste de président. Sinon, la procédure est dingue. Nous, nos révisions constitutionnelles, à côté, c'est de la roupie de Sansonnet. Il faut une proposition, un projet de loi au Congrès, adopté aux 2/3. Pour la ratification, il faut récolter l'approbation. Je l'ai noté parce que je ne veux pas me tromper dans les chiffres. Il faut récolter l'approbation des 3/4 des assemblées législatives d'État, 38 sur 50. Ça veut dire que dans un pays aussi polarisé que les États-Unis, à moins de mettre un pistolet sur la tempe de chacun des membres des congrès, des assemblées législatives d'État, vous n'y arriverez pas. Après, je viens du coup de regarder vos notes. Je ne sais pas comment vous arrivez à vous relire. Ah, c'est fait. Il faut une pierre de Rosette pour me lire. Il faut une pierre de Rosette. Je suis mon propre Champollion. Mes écritures de médecin, pardon pour tous les médecins, mais là, il y a quand même du niveau. Non, mais c'est une barre de bluff. C'est une barre de bluff comme il a l'habitude de le faire. Il ne faut pas oublier qu'aux États-Unis, on a une élection à 4 ans, on a une élection à mi-mandat, donc on est toujours en élection. Il vient d'être élu. Donc il est toujours comme ça. C'est ce côté provocateur. Je pense qu'effectivement, Madame a raison. La procédure américaine est tellement complexe
contexte qu'on est à peu près garanti du résultat. Mais c'est aussi, en même temps, on a fait monter il y a peu de temps son vice-président, etc. Et il est tout à fait capable de rappeler que non, mais vous savez, je ne suis pas encore parti, puisqu'on a eu, je rappelle... C'est une manœuvre de diversion formidable, alors ça que occupe les nuages s'amoncellent sur le ciel américain, l'inflation, le ralentissement de l'économie. Oui. Un seul exemple que vous devez connaître, c'est les ventes de véhicules Tesla qui sont en chute libre. Donc tout cela, les droits de douane vont forcément impliquer une hausse de l'inflation. Zéro impact sur le pouvoir d'achat. Voilà, la couverture médicale qui est en danger. Tout cela, pour son électorat, est terrible. Et donc, il a besoin d'agiter d'autres fantaisies. Surtout que son calendrier, lui, il est très serré. Il ne faut pas oublier les élections de mi-mandat. Donc, il a toute une histoire à écrire pour demain ou presque à l'échelle d'une vie politique. Tout est très court. Et aujourd'hui, il faut bien prendre conscience d'une chose, c'est que le théâtre politique américain est en ruine. C'est-à-dire que vous avez un président élu qui est évidemment légitime, vous avez un vice-président d'ailleurs qui n'a jamais été aussi visible et qui se positionne, on n'a jamais vu un vice-président qui se positionne autant comme le successeur du président avec qui il est, ce qui est impressionnant. Souvenez-vous la scène avec Zelensky, etc. Enfin, c'est quelqu'un qui est sur le devant de la scène et qui prend ses responsabilités. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est que j'ai envie de vous dire, et de l'autre côté, du côté démocrate, où sont les Clinton, où sont les Obama, où sont les Kennedy du Parti démocrate, c'est-à-dire ceux qui sont censés représenter une partie importante des États-Unis qui sont supposés proposer un souffle. Aujourd'hui, il se passe des choses. On est en train de tout réinventer. Vous avez plein de révolutions, la révolution de l'IA, etc. Vous avez un nouveau monde à construire. Et donc, les démocrates devraient s'emparer aujourd'hui de ce nouveau monde en devenir et ne surtout pas le laisser à des gens qui n'ont aucune culture historique et qui ont une volonté de repli sur eux-mêmes. Je crois que, vous connaissez le monde américain beaucoup mieux que moi, madame. J'espère qu'il y a dans les arrière-boutiques du Parti démocrate des futurs Clinton et des futurs Kennedy. Sinon, c'est pas que les États-Unis qui seront mal, c'est tout l'Occident. Valérie Nataf, je précise que vous avez été correspondante aux États-Unis pendant des années. Est-ce que vous pensez que le Parti démocrate a de quoi répondre à un Trump qui pense à un troisième mandat ? À chaque fois qu'on s'est interrogé sur l'état atone, d'une certaine manière, d'une des formations politiques aux États-Unis, on a vu surgir des gens qu'on n'avait pas vu arriver. Obama, franchement... Fallait le voir venir. Il fallait le voir venir. Le jeune sénateur de l'Illinois, je ne dis pas qu'il a réussi ses mandats, mais voilà, Donald Trump, est-ce qu'on s'attendait à ce que Donald Trump fasse cette OPA sur le Parti républicain ? Moi, je fais confiance à la démocratie américaine. Je suis peut-être une minoritaire là-dedans, mais je pense qu'il est toujours possible. Mais c'est vrai que, alors là, je vous donne le point sans sourciller, c'est vrai que le Parti démocrate est incroyablement silencieux, à part Bernie Sanders, qui est d'un âge canonique, aidé de l'Alexandra. C'est pas le meilleur représentant de l'avenir. Non, mais voilà. Mais juste qu'après une défaite, tout le monde oublie le fait d'être groggy après une défaite. Après une défaite, il faut retrouver les ressorts, l'envie de se battre, reconstruire son socle. Enfin, moi, j'en sais quelque chose. Donc, non, je pense que on oublie que l'élection est très récente. Hein, c'est novembre, nous sommes en mars. Donc, je fais confiance à cette immense démocratie, on le rappelle jamais assez, que sont les États-Unis.